Bonjour Stéphane. Bonjour Mario, et avant que tu me poses une question, j'ai envie à la volée, je sais que ce n'était pas inscrit au programme, de réagir à la nouvelle que vous Ouais. venez de présenter parce qu'on va se retrouver dans une situation en Occident qui ressemble étrangement à celle des terres rares, des minéraux critiques, c'est-à-dire que des fonderies de cuivre, il n'y en a pas beaucoup. Il en reste très, très, très peu. C'était un des rares exemples, je pense, en Occident. Et on s'est dépouillé de ces actifs qui sont aujourd'hui considérés comme très stratégiques. Or, c'est une décision, évidemment, qui va avoir un impact sur l'économie régionale là-bas, à Rouen, mais au-delà de ça, sur l'économie québécoise. Puis, à terme, c'est pour l'ensemble des pays occidentaux de vraies questions à se poser, parce que c'est vrai que c'est un peu cochon, que les scénarios optimaux du point de vue de l'environnement sont pas toujours au rendez-vous. Mais dans peu de temps, comme tu le disais, on va évidemment se poser des questions sur l'impact, sur les jobs qui vont être perdus, mais aussi à terme sur ce que ça signifie de notre dépendance sur quelque chose d'essentiel dans ce qui, paradoxalement, est lié à la transition verte, c'est-à-dire le cuivre, essentiel pour cette transition verte dans les véhicules, entre autres, électriques. Parce que probablement que les fonderies vont s'en aller dans des pays où les règles environnementales sont moins sévères, tout simplement, là. Bien, il y en a déjà très peu. Je pense qu'il en reste une poignée. Je n'ai pas fait mes Dans le recherches monde parce que j'ai été occidental, tu veux dire, là. exact, exact, très, très, très peu. Ça se compte sur, je pense, les doigts d'une main. Donc, OK. évidemment, tu te retrouves dans un univers où tu dois, parce que tu as donné en impartition ce travail-là, tu donnes aussi une partie du contrôle de ta souveraineté à des pays qui ne sont pas toujours nécessairement des alliés. Là, aujourd'hui, on fait le décompte de nos résultats d'élections municipales au Québec, mais aux États-Unis, c'est le mardi qu'on vote, et là, demain, il y a toute une élection municipale suivie d'un bout à l'autre des États-Unis. Oui, c'est pas mal plus captivant, je crois, que les élections municipales à Montréal. Puis ça mobilise les électeurs. Au moment où on se parle, il y a 750 000 New-Yorkais qui ont déjà choisi de voter par anticipation, avec, phénomène rare, une mobilisation grande et même très grande chez les jeunes électeurs de moins de 35 ans. C'est probablement lié à la vedette de cette campagne électorale, de cette course qui se passe entre trois hommes. Quand je parle de vedette, c'est le candidat démocrate, mais qui est en fait un socialiste démocrate d'Amérique, Zoran Mamdani, 34 ans, qui, surtout grâce aux réseaux sociaux, a galvanisé une certaine partie des foules, qui risque de l'emporter demain. Si on s'y intéresse, c'est parce que New York, c'est comme un petit pays. Les statistiques donnent toujours le vertige. On en avait parlé, toi et moi, le 25 septembre dernier, alors que c'était un horizon lointain. Mais c'est un budget de 112 milliards de dollars, 300 000 employés à la ville de New York, 40 000 policiers à l'horizon 2030, parce qu'on essaie d'en embaucher. Il y a des enjeux sécuritaires, même si le favori, le jeune Mamdani, a plus d'une fois, je dirais, critiqué très sévèrement la police, estimé même qu'il fallait réduire les financements au service de police, Mais un peu changer son pistolet de main, disons pas son fusil Mais à d'épaule. première vue, c'est la gauche assez radicale, woke, assez fort. Ça peut pas être Mhm. plus, là. Dans le contexte américain, tu ne peux pas imaginer être plus à gauche. C'est ce qui est considéré par plusieurs comme des Mais extrémistes. ça D'ailleurs, ferait le capoter président Donald Trump. Trump, c'est sûr, là. Ben déjà un peu, en anticipant, il Ouais. capote. Hier, il disait à 60 Minutes qu'il préférait un mauvais démocrate qui se présente aujourd'hui comme indépendant, M. Cuomo, parce que là, c'est une lutte à trois. Le républicain, c'est Curtis Sliwa, le fondateur des Anges gardiens du métro. Ça nous ramène à une période sombre de l'histoire new-yorkaise dans les années 70, où tu prenais le métro à tes risques et périls. Tu sais donc comment ils agissaient. C'était des patrouilles de volontaires qui faisaient en sorte de sécuriser le métro là où la police du métro ne le faisait pas. C'est le candidat du Parti républicain et c'est ce qui va probablement permettre demain à M. Mamdani de passer devant parce Les que le derniers vote sondages disent quoi, conservateur là? se dilue. Ben, ça joue entre 42 et 48 pour Mamdani, mais c'est le vote plus conservateur qui est divisé entre M. Cuomo, qui est aujourd'hui le deuxième, qui se présente comme indépendant, et le candidat du Parti républicain. Alors, c'est 30
34, 32% pour Cuomo. Et pour Sliwa, c'est plus ou moins 20, 22, 23, 24%. Dans une lutte qui aurait pu être chaude, mais qui ne le sera probablement pas, avec, je le disais, une mobilisation forte des électeurs, particulièrement des jeunes électeurs américains, dans une ville juive. Alors, puis je le dis parce que ça compte, qui sont des électeurs traditionnellement démocrates. C'est une ville démocrate. M. Mamdani est un candidat musulman, ce qui en soi n'est pas nécessairement un problème, mais qui, plus d'une fois, s'est retrouvé photographié, associé, disons, à des imams, je ferai attention aux étiquettes, mais radicaux, contestés, contestables. Et donc, il y a une population importante, traditionnellement démocrate, qui aura un choix schizophrénique. Est-ce que tu votes pour ta couleur de parti ou tu votes parce que tu es inquiet, parce que plusieurs ont dit de M. Mamdani, évidemment, qu'il avait avec lui quelques risques de dérapage antisémite. Il les a évidemment contrés, a dit que c'était certainement pas le cas, mais dans tous les cas de figure, tu as 18% des électeurs qui sont des électeurs juifs à New York, et malgré tout, je pense que M. Mamdani va l'emporter demain. Et je le disais tout à l'heure, c'est pas juste un démocrate, c'est un socialiste démocrate d'Amérique. Il n'y en a pas des tonnes. Dans le caucus du Parti démocrate à Washington, ils sont 3. Sa marraine, Mme Ocasio-Cortez, fait partie du lot. Quand je dis marraine, parce que c'est un personnage influent aux États-Unis. Bernie Sanders. Bernie Sanders, qui, je le rappelle à chaque fois, a été un maire socialiste de Burlington, la ville voisine de Montréal, et qui, plusieurs fois, comme M. Mamdani, s'est présenté sous la houlette des démocrates. Parce que dans la logique politique américaine, c'est ce que tente de faire M. Cuomo en se présentant comme indépendant. Il n'y a pas beaucoup d'avenir. Tu es pas mal toujours squeezé entre les républicains et les démocrates, ce qui fait que ces socialistes, généralement, font caucus, se présentent sous la bannière démocrate. Pour M. Sanders, ça n'a pas été un succès. En 2016, le parti s'est clairement associé à Mme Clinton, quand je dis le parti qui normalement devrait être au-dessus de la mêlée, ne pas avoir de favoris. On l'a compris parce qu'il y a eu des fuites de correspondance. Parti qui a, en collusion avec la campagne de Mme Clinton, fait en sorte que Sanders soit tassé. Puis on peut le comprendre, c'est pas quelqu'un qui s'est jamais dit démocrate. Il est au Congrès, pas au Congrès, mais au Sénat, un indépendant qui fait caucus avec les démocrates. Puis en 2020, pendant la campagne contre Joe Biden, campagne aux primaires, même chose, à un moment donné, les démocrates ont serré les rangs parce qu'il y avait peur de Bernie Sanders qui venait de remporter la primaire du Nevada, ce qui était une très mauvaise nouvelle. Ce qui fait que les démocrates sont dépassés sur leur propre gauche et ils savent que ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais ça dit quelque chose du débat politique aux États-Unis et de ce que... Qui se radicalise de part et d'autre. Oui, mais c'est parce que... C'était quoi le thème de M. Trump pendant les élections en 2024? C'était la lutte à la vie chère et à l'inflation. Et à New York, c'est un enjeu majeur. Oui. C'est le cœur du capitalisme. Alors, est-ce qu'ils vont récompenser ce joyau du capitalisme en donnant la direction de la ville à quelqu'un qui est considéré comme communiste par le président Trump? C'est possible, mais si c'est possible, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne bénéficient pas de la richesse incroyable de cette ville, particulièrement les jeunes électeurs. Ça pourrait résonner avec Montréal, où l'accès à la propriété est difficile, sinon impossible, à moins d'avoir des parents riches, et où l'épicerie, le panier d'épicerie coûte très cher. Alors, ils proposent des affaires comme des épiceries qui appartiendraient à la ville et où on contrôlerait les prix. Finalement, ça ne marchera pas. Va être, j'ai hâte de voir ça au pouvoir. Et très rapidement, Stéphane, il y a les Russes qui donnent un grand coup avant l'hiver? Oui, alors ça a été souvent souligné, c'est la bataille de Pokrovsk qui est importante dans Donetsk parce que c'est un nœud ferroviaire, routier important qui permet aux Ukrainiens encore de maintenir leur position. S'il fallait qu'ils perdent la ville, ça serait vraiment très problématique. Il y a 170 000 soldats russes dans la mêlée. On a augmenté substantiellement la pression et la confiance est telle que le président Poutine, la semaine dernière, disait « Je suis même prêt à un cessez-le-feu pour faire entrer la presse internationale à Pokrovsk pour qu'elle voie l'état des lieux et qu'on ne nous reproche pas, quand nous aurons pris le contrôle, de faire ce qui se serait passé à Boutcha, où on avait constaté des massacres. » Alors, justement, c'est un effet de propagande en même temps, mais au nom de la transparence, mais aussi, je pense, de ce qu'il veut, des témoins au succès de l'armée russe. C'est la première fois qu'il fait ça, et ça dit
peut-être quelque chose de la confiance qu'ils ont, de ce que la ville va tomber dans la sarcelle des Russes avant l'hiver, l'escarcelle, pardon, des Russes avant l'hiver, ce qui serait, je dirais, c'est d'abord une défaite tactique, mais stratégiquement à l'horizon pour les Russes, c'est une bonne nouvelle. Pour l'Ukraine, beaucoup moins. Ouais, mais on est toujours dans la logique de Poutine, qui fait le minimum pour aller dans les rencontres, pour pas dire non quand il est invité pour parler de paix, mais qui gagne du temps pour gagner du terrain pendant ce temps-là. Merci Stéphane.